écoutez Astro Studio. Je suis Maëva, créatrice du compte Instagram AstroTruc. Je suis aussi bélier et passionnée de musique. Dans Astro Studio, je discute avec les plus grands artistes de leur carrière et de leur musique. Thème astral à l'appui. Et aujourd'hui, je suis avec November Ultra. Salut November Ultra et merci d'être là. Merci, je suis trop ravie. On va présenter tout de suite ton portrait astral. T'es né le 7 novembre à Paris. Ouais. Tu es Scorpion ascendant Verseau. Et nous allons parler entre autres de ton soleil Nostalgia Ultra, de ta Vénus Miel, de ta lune Soft and Tender, de ton Mars Papyramon et de ta lune noire Amy Winehouse. Est-ce que t'es un petit peu familière avec l'astro ? Un peu léger au point d'avoir un collier avec le symbole du scorpion tout de suite que je porte. J'adore, mais j'aimerais connaître plus. T'as des gens autour de toi qui te... Ouais, j'ai des gens qui sont très passionnés et qui connaissent. J'ai déjà fait 4 semaines de formation quand même pour savoir un peu le truc des planètes et tout. Et j'avoue que le premier jour, je pensais trop que j'allais être super forte et tout comprendre. Et dès qu'on a commencé à passer sur les planètes, les liens entre les planètes, tous ces trucs-là, en fait, j'ai un peu abandonné. Je me suis dit, je ne comprends pas ce qui se passe. Et du coup, en fait, c'est après, j'avoue que j'adore parler avec des gens comme toi ou ma coloc Eva ou quoi, parce que vous avez une façon de rendre ça plus accessible, je trouve. Plus que quand on fait 4 semaines de formation. Non, mais en plus, les formations étaient incroyables. C'est-à-dire que c'était vraiment super. J'ai été perdue alors que j'avais un cahier One Direction sur lequel je notais tout. Normalement, ça devrait fonctionner, putain. Avec des petites couleurs et tout. Vraiment, je m'étais vraiment donnée. J'étais trop contente de réétudier. Pastel et tout. Ouais. Bon, alors, je te réexplique vite fait. J'explique aussi aux auditeuristes parce que tout le monde n'est pas au fait, justement, de tout ce qui peut apparaître comme un espèce de charabia. Donc, le thème, c'est le tracé symbolique de la photo du ciel au moment de ta naissance. Ce cercle, il est découpé en 12 secteurs. Et ces 12 secteurs, on les appelle des maisons. C'est plutôt des champs d'expérience que tu vas expérimenter dans ta vie réelle ou spirituelle ou métaphysique. Dans ces maisons, il y a des planètes qui sont des archétypes qu'on connaît bien, qui ont des fonctions qui peuvent être psychologiques et qui peuvent être, encore une fois, métaphysiques si tu as envie de te la jouer un peu, ou bassement terre à terre, absolument trivial. Ça dépend aussi de ce dont tu as envie de parler. Enfin, ces planètes, elles sont dans des signes, et les signes, malgré ce qu'on croit, ils donnent juste une couleur, une énergie, entre guillemets, à ces planètes. Le dernier truc, c'est les petits segments qui partent dans tous les sens et qui racontent un petit peu la façon dont les planètes dialoguent entre elles. Tout ça, c'est un élément qui rajoute à la narration, puisque le thème, pour moi, est une façon de raconter et de se raconter. Bon alors, un soleil en scorpion qui se cache dans une enveloppe Verseau. C'est un peu Johnny Mitchell, qui était une scorpion. Elle est née le même jour que moi-même. Oui. 7 novembre. Oui, parfaitement, farpètement, qui est la chanteuse folk jazz devenue une icône absolue de la mélancolie, qui a pris le manteau en fourrure de Harry Styles, millénial ultime, échappé d'un boys band rincé, qui s'est réinventé avec l'instinct du futur, en captant l'air du temps avec l'exactitude d'une boussole à hype. On est quand même... Pas mal. Quelle place ont les manteaux en fourrure dans ton style ? Parce qu'en fait, ça m'a fait rire. Fausse fourrure, absolument. Et je suis venue avec ma dernière acquisition, qui est un manteau violet. J'avais pas cette couleur-là. J'adore. En fait, je sais pas, je pense que j'ai tellement grandi avec des comédies musicales, avec Barbra Streisand, qui est supra diva et tout. Et avant, je me disais, il y a une façon un peu triste de vivre, qui était la façon dont je vivais avant. Et puis, il y a eu d'un coup mon premier manteau super coloré, super fluffy et tout. Et vraiment, depuis, j'ai l'impression d'être entre une diva, un bisounours, je sais pas, un petit nuage. Je me sens vachement mieux, en fait, quand je suis dans ces couleurs-là et quand je porte ces manteaux-là. Je peux pas l'expliquer. Parce qu'on a rose, on a rose, on a bleu, on a violet, on a jaune, et on a du noir. Enfin, on a des trucs colorés roses avec, comme mon bob avec des cœurs. On a bordeaux. Voilà, c'est vraiment un manteau par saison, et je prends vraiment beaucoup soin d'eux, et je les porte. Promis, je les porte. Je tiens à dire que Nova est arrivée avec un manteau violet à fourrure, vraiment très Harry Styles-esque. Très beau. Justement, est-ce qu'on peut parler tout de suite d'Harry Styles ? Évacuons Harry Styles. C'est très important. De mon système, évacuons-le. Parlons de lui, allons-y. Dis-nous tout.
Que dire? Bah, moi, t'as dit que le groupe était rincé. Moi, j'aime toujours très, très fort One Direction. Ça a été un groupe très important pour moi. À une période aussi qui a été très dure, j'ai arrêté de chanter pendant un an et demi parce que mon père était très malade. J'arrivais plus à chanter parce que tout ce que je chantais, c'était très triste, très drama et j'avais pas envie de rajouter ça à ce que je vivais déjà. Et donc, en fait, j'ai arrêté de chanter. Et la raison pour laquelle j'ai repris, c'est que d'un coup, il y a What Makes Beautiful de One Direction qui est sorti et j'arrêtais pas de la chantonner tout le temps, ce qui était très étrange parce que je le faisais plus trop. Et j'ai pris ma guitare et j'en ai fait une espèce de version un peu bossa nova. Je sais plus, j'ai dû le tweeter, quoi. Et mes potes m'ont dit, on veut trop l'écouter, fais-la nous écouter. Et je l'ai posté sur Tumblr à l'époque. Mais non, mais... Ouais, logique. et en fait, c'est fou parce que du coup, quelque part, c'est ça qui m'a redonné l'idée de faire de la musique. Ça peut être léger et en fait, ça me fait juste du bien de chanter. Ça m'a rappelé ça, parce que j'avais totalement oublié. Et en plus de ça, c'est que ça a ouvert une fenêtre vers l'autre, parce que c'est là aussi où des gens m'ont entendu. Et il y a eu mes amis, mais en fait, il y a eu d'autres personnes que je connaissais pas. Et ça a été quelque chose, en fait, qui m'a remis le pied à l'étrier de refaire rechanter, en fait. Donc j'ai un rapport, si tu veux, à One Direction et Harry Styles. Donc, tu m'en veux d'avoir dit qu'il s'était rincé? Non, je pense que c'est la vie générale et que c'est ok. Je disais ça parce qu'en ce moment il y a quand même un peu de discussion autour du retour et que c'est compliqué. C'est dans ce sens-là que je disais ça parce pas, que je pense. en fait les autres, il y en a qui sont un peu amers parce que moi je suis les dramas tu sais, sur YouTube parce que je suis insomniaque. Du coup quand je dis rincé, c'est pas à l'époque mais aujourd'hui ils arrivent pas à remonter la pente quoi, certains. Bah, y en et a Harry Styles a sorti son épingle du jeu un petit peu comme l'avait fait, comment il s'appelle, le mec de Take That, tu sais, Robbie Williams, ouais. Le parrain de la Star Academy, s'il te plaît, quand même. Qui a vraiment... tu as ta personnalité comme ça qui émerge, voilà. Ouais, mais après, tu sais jamais trop. Mais Zayn aussi, l'album, il était super intéressant. Ouais, il était pas mal, c'est vrai. Mine de rien, Niall, il continue à avoir une carrière. Louis aussi. Enfin, je pense qu'en fait, ça a été un groupe où plein de gens faisaient ce qu'ils faisaient. Mais c'est vrai qu'Harry, est sorti du lot. Non, pas seulement par la musique, mais par le choix qu'il a fait, c'est-à-dire après que le groupe est splitté, il a pas fait un album tout de suite. Il allait quand même faire un Nolan, tu vois. Il a joué dans Dunkerque. Et donc ça, c'était un choix, je trouve, qui a été très intelligent de sa part. Et ce que je trouve intéressant, c'est que tous les gens qui se foutaient vraiment clairement de ma gueule à l'époque où je disais, tu vois, que j'adorais Wendy et tout, genre, c'est tout de suite des gens qui m'ont envoyé des textos ou appelé quand Sign of the Times est sorti. Et c'était c'est incroyable et tout. Et je dis, I know, genre, vraiment... Et je suis trop heureuse et je trouve que c'est trop intéressant ce qu'il fait, que le dernier album, en fait, que chaque album est encore un step au-dessus de l'album d'avant, tout en aimant tous les albums, quoi. Mais je suis pas du tout objective, j'aime beaucoup ce garçon. Il est verso, et c'est marrant que son titre qui est cartonné s'appelle Sign of the Time, parce que justement, dans la symbolique du verso, il y a l'idée de capter quelque chose du temps. Il y a l'idée d'être dans le turfu toujours. Donc toi, tu avais une préscience avec Harry Styles. Ouais. Ce mec va cartonner. Il faut quand même commencer par le commencement. Donc, on va commencer par ton soleil en Scorpion. Je vais essayer d'être un petit peu organisée. Les serpentards de l'astrologie. Ouais. The Dark Side of the Moon. Le Scorpion, si c'était un paysage, ce serait les marais de la mélancolie du film L'Histoire sans fin, dans lesquels on s'enfonce lorsqu'on est triste. Le héros, Atreyu, pour les jeunes qui ne connaissent pas, les traverse avec son cheval Artax, une grande scène de tristesse devant l'éternel. Artax est son meilleur ami et qui est englouti par les marais de la mélancolie. Alors il pleure, il lutte pour pas le laisser s'enfoncer, mais il repart à l'aventure. Et c'est ça la symbolique du Verseau. Réussir à traverser ces marais, c'est très Scorpion. Je bouge ma page. On n'a pas peur d'aller chercher les émotions qui sont sous la surface. Près de ton soleil, pas très loin, donc toujours en Scorpion, il y a Mercure, astre symbole de la communication. Si tu devais choisir une seule émotion comme fuel, comme énergie pour créer, ce serait laquelle? La nostalgie, je pense. C'est vraiment, je me rends compte qu'à chaque fois, j'ai tellement de nostalgie en moi. J'ai une très bonne mémoire et je m'en suis rendu compte en grandissant parce que parfois, je donnais des trucs ou je disais des trucs aux gens, genre, tu portais ça et puis t'as dit ça pour remettre en contexte les choses. Ça s'appelle l'hypermnésie. Ouais, et en fait, mais c'est par arborescence. Je me souviens d'un détail, en fait, j'arrive tout à truc et je dis, donc tu vois, en gros, in fine, t'as vraiment dit ça, et la personne, elle fait, bah ouais, en fait, c'est vrai. Et en fait, je me suis rendu compte, je me suis toujours posé la question de me dire, qu'est-ce qui nourrit, en fait, est-ce que c'est ma nostalgie qui nourrit
ma bonne mémoire? Est-ce que c'est parce que j'ai tellement une bonne mémoire que je suis nostalgique du passé? Et donc j'ai un truc de pas réussir à vraiment me défaire des souvenirs ou des gens, de choses que j'ai vécues. Et ma façon à moi de réussir à le faire, ça a été toujours la musique. Et je me rends compte que dans cet album, ma façon à moi de me délester de certaines choses et de pouvoir grandir, pouvoir même sortir de ma chambre, pouvoir lâcher des objets, ça a été d'en faire des morceaux. Parce qu'en fait, c'est une façon un peu de graver quelque part, tu vois, ces souvenirs et de pouvoir m'en délester tout en me disant, ils existent quand même, parce qu'ils existent dans un album, parce qu'ils existent parce que les gens l'ont entendu, parce qu'il existe encore parce que je le chante tous les soirs. Mais je me rends compte que ouais, ma nostalgie est peut-être la raison pour laquelle mon verre déborde d'émotions et que du coup j'arrive à en faire des morceaux. Sa maison à ton soleil, c'est la maison 9, c'est la maison du voyage. Alors voyage, ça veut tout dire et rien dire à la fois. Ça peut être un voyage spirituel, philosophique, métaphysique ou un voyage tout court. Mais ici en Scorpion, c'est un peu du surplace. C'est un voyage dans ton univers intérieur, au plus profond de la psyché, on va dire, puisque c'est un peu quand même la face du Scorpion, c'est la psyché, c'est la plongée dans la psyché. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu du concept de bedroom pop ? Ouais. Bah, bedroom pop, c'est un peu, entre guillemets, l'étiquette qu'on m'a collée quand j'ai sorti Soft and Tender et que j'ai trouvée très intelligente parce qu'elle dit deux choses de la musique que je fais. Elle dit déjà que c'est une musique qui est faite dans la chambre, et ce qui est absolument le cas vu que mon album a quand même fini par s'appeler Bedroom Walls, qu'il y a un morceau là-dessus. Et en plus de ça, en fait, c'est aussi l'idée de fabrication, c'est-à-dire c'est l'idée de faire de la musique intime, mais c'est aussi l'idée de la faire dans un endroit qui n'est pas un studio. Et donc moi ça a été le cas, c'est des morceaux que j'ai beaucoup fait dans des chambres, dans ma chambre, dans le salon. Et donc en fait en termes de technicité qui va avoir ces bruits-là, et pour moi était très importante. Soft and Tender a été enregistré, vraiment j'étais assise dans mon lit avec mon chat qui avait sa patte sur l'ordinateur, et la deuxième partie du morceau a été enregistrée le dimanche matin avec ma voix du matin. Il y a cette idée de réussir à capturer l'intime, et en fait c'était pour moi le seul endroit où j'arrivais à pas me mentir. C'est-à-dire vraiment quand t'as ton journal intime qui est ouvert sur ta table de nuit et tout ça, c'est ça qui m'a permis de faire cet album, parce que c'était fait dans ma chambre et que c'était fait avec moi-même et pas avec des gens avec qui j'aurais dû peut-être porter un masque. Et donc c'est ça que je voulais à tout prix éviter quand j'ai fait l'album. C'était cette idée de réussir à cristalliser ce moment de ma vie et cet intime-là, quoi. Et le dire avec le plus de précision possible, quoi. Et de plus de simplicité aussi. Ouais. C'est Soft and Tender, c'est le morceau le plus simple que j'ai jamais écrit de ma vie. Et presque, je me disais, mais c'est trop simple ce que je suis en train de dire. Et je me rendais compte qu'il y avait de la beauté là-dedans et qu'il y avait de la vulnérabilité aussi à l'intérieur de ça. Et en fait, tout en me cachant derrière une langue qui est la langue anglaise, parce que moi je chante en anglais parce que je voulais pas que ma mère comprenne. Donc j'ai tout de suite, très vite, quand j'ai commencé à composer des morceaux, j'ai switché et je suis passée à l'anglais parce que je me sentais pas d'apprendre ou d'inventer une langue, tu vois. Et en fait j'ai grandi dans une famille d'immigrés. J'ai cette grande chance-là d'avoir grandi avec 3 langues qu'on parle à la maison. Mais du coup aussi parler l'anglais, c'était avoir un terrain qui d'un coup ne m'appartenait qu'à moi, des mots qui n'avaient pas de liaison ou de mémoire ancrée en elle. Donc il y avait aussi un truc de linguistique qui était très fort, où je me disais d'un coup c'est ma propre planète, cette langue-là m'appartient et je peux en faire ce que je veux et ça peut m'aider à délier des nœuds que j'ai dans ma tête. Et donc du coup il y a eu ce truc-là d'être très vulnérable mais tout en chantant en anglais. Il y a, je crois, 2 parties dans l'album où je chante en français, et c'est les phrases les plus vulnérables que je dirais jamais de ma vie, parce que c'est sur Septembre où je dis ai-je peur du vide ou de mon envie d'y sauter, parce qu'il y avait vraiment ce truc-là du vertige et tout ça. Et j'aime que ce soit ces 2 seules phrases-là qui sont en français, parce que je trouve qu'elles sortent vachement du lot, d'un coup on les entend différemment. Mais l'anglais, ce qui a été fascinant là-dedans, c'est que j'avais l'impression d'être vachement quand même, tu vois, genre c'était un manteau pour moi, un peu en fourrure. Et d'un coup je chante en fait, et j'ai eu la chance de pouvoir aller chanter en Angleterre ou aux États-Unis. Et en fait, d'un coup, j'ai des gens qui vraiment comprennent tout de suite ce que je dis sans effort de traduction dans leur tête. Et qui viennent me voir à la fin des concerts et qui me disent merci d'être si vulnérable, merci de partager ça avec nous. Et c'est là où je me suis dit, ah ouais, je me suis quand même un peu mis à poil, mine de rien, dans cet album, quoi. C'est marrant parce que je me suis même pas posé la question, tu vois, de l'anglais ou du français. C'était un débat il y a un moment, tu sais, Oui, ça l'a été, ouais. Moi, je me souviens dans les années 2000, c'était putain, pourquoi vous chantez pas en français et tout. Bien sûr. Ça me paraissait évident, en fait, que tu chantes en anglais. C'est con, tu vois, je me suis même pas dit, je vais lui demander pourquoi elle chante en anglais. Mais pas pour tout le monde, mais je pense que le fait que pour moi ce soit normal et que ce soit naturel, c'est que ça ne pose pas de questions aux autres. Et je pense que dans la vie de tous les jours, les gens vont te poser des questions si toi... Tu te poses des questions. Ouais, un peu.
J'ai l'impression... T'es dans ta vérité, quoi. Oui, je pense que tant que t'es aligné, Ouais. même dans des choix qui sont pas normaux pour certaines personnes, tant que c'est le bon pour toi, en fait, il y aura pas trop de débat, je trouve. Ouais. Dans ta maison 9, ici, on a Pluton qui colle au Soleil, qui lui envoie ses ondes puissantes de métamorphose. Pluton, elle gouverne le signe du Scorpion. Et ici, elle est à domicile, donc. Elle joue à domicile, elle est au chaud dans sa vibe. Comme toi, Frank Ocean a Soleil, Pluton et Mercure en Scorpion. C'est ton jumeau. Tu racontes que c'est à cause de sa mixtape Nostalgia Ultra que tu as changé ton nom. Ouais. Tu dis, c'est dans une interview, c'est comme les changements des noms des Pokémon lorsqu'ils évoluent. Qu'est-ce qu'elle a déclenché chez toi, cette mixtape ? Moi, je me souviens de la première fois que j'ai entendu Nostalgia Ultra, je me suis dit, c'est une expérience complète parce que c'est une mixtape, en fait, où on entend des bruits justement de cassettes. C'est-à-dire que je trouvais ça intelligent de faire une mixtape où on entend la fabrication d'une mixtape. Enfin, donc cette idée-là de brancher la radio, de mettre la cassette, d'enregistrer. Donc on entend tous ces bruits-là. Ce qui fait que au-delà de juste de la musique, en fait, on a l'impression de presque de faire partie d'une expérience et d'un théâtre. Et donc, je trouve que la narration de cet album et de cette mixtape est totalement différente. Et moi, en tout cas, comment je l'ai prise, c'était comme ça. Et en plus, il y a des morceaux qui sont originaux de lui, mais il y a aussi beaucoup de rework et je trouvais ça beau. L'idée de la mixtape, c'est forcément d'utiliser et d'envoyer après quelqu'un qu'on aime des morceaux qui nous font penser à lui ou à elle. Et là, je trouvais ça beau parce que du coup, lui, il retravaillait Hotel California en gardant le loop d'audio ou du Coldplay. Enfin, cet album m'a totalement changé parce que je me suis dit la musique est une expérience entière et si on lui met beaucoup de vie à l'intérieur à la musique, alors l'expérience sera autre. Et moi, je me souviens d'avoir fait Soft and Tender et tout de suite penser à la stéréo, donc un gauche-droite dans les oreilles. Et au moment du mix, il y avait vraiment ce truc-là de vouloir garder. Et je disais, je veux garder cette sensation où en fait les gens ont l'impression presque que je suis en train de leur chanter la berceuse chez eux. J'ai envie que quand on vient à un concert ou quand on écoute mon album, il y ait cette expérience qui soit totale et qui soit intime et qui soit voilà, et de essayer au max d'effacer cette barrière là de on n'est pas dans la même pièce, c'est de la musique que j'ai enregistrée. Parfois moi j'ai du mal de me dire ça devait être un studio, je sens l'artiste loin, et Frank Ocean, je l'ai senti tellement proche, et donc ça, c'est la partie artistique. La partie business aussi m'a beaucoup plu, parce que c'était quelqu'un qui était signé en label, que le label n'en avait rien à faire de lui, et qu'à un moment, en fait, il fait cette mixtape qui est obligée d'être gratuite, parce que comme il prend des morceaux d'autres gens, en fait, il pouvait pas se faire payer. Et en fait, c'est totalement un coup de maître, parce que il fait cette mixtape, parce que d'un coup, le monde entier se dit mais c'est qui ce génie, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire avec lui? Et petit à petit, il arrive à sortir de son contrat, quoi. Et je trouve que du coup, c'est les deux choses. Pour moi, c'est l'indépendance de l'artiste aussi que j'aime beaucoup chez lui. Ouais. T'as fait un peu la même chose pendant le confinement. Tu nous as fait un petit Frank Ocean pendant le confinement. Nova, je suis vraiment après, un bébé. On finit sur Times Square après. Hein, voilà. On va en reparler. C'est quoi les 3 phases de ta Pokévolution dans laquelle t'es en ce moment, toi, en ce moment? Oh là là. C'était quoi le début? C'est quoi le milieu? Je pense que le début, ça a été... sur l'album, je vois Over and Over, ça a été vraiment le début, je savais pas où j'étais. Je me souviens de vraiment me dire, j'ai pas l'impression d'être enfermée à l'intérieur de moi, mais d'être enfermée à l'extérieur de moi, ce qui est genre presque pire. Et du coup, de plus savoir, de me dire le temps passe, je me disais il faudrait que j'arrive à vivre cette vie en ayant conscience que j'en ai qu'une, et que donc en fait là je suis en train d'attendre comme si je pourrais la refaire et tout. Et donc il y a eu ce morceau-là, et je me souviens de savoir que l'album était terminé, parce que quand j'ai réécouté le premier morceau, je me suis dit waouh, je suis tellement plus cette personne. J'avais presque envie de l'enlever de l'album. J'avais l'impression que c'était plus l'artiste que j'étais, et c'est là que je me suis dit il faut que je le sorte cet album, parce que clairement il est terminé. Si je commence à bouger des trucs dans l'album, je vais le délier et il va disparaître dans mes mains. Et donc il y a eu ça vraiment. Après il y a eu le fait de faire de l'album, j'ai trouvé justement beaucoup de douceur en moi. Avant l'album, quand j'étais dans mon groupe, je me rendais compte que quand je faisais des morceaux, j'avais vraiment besoin de sortir un peu l'ombre. Tu vois, j'avais un truc super émo, super drama quand j'écrivais. Et en fait, je me suis rendu compte sur cet album que j'avais en vrai surtout envie de laisser rentrer la lumière, et que c'est ça qui m'apaisait. Et donc, j'ai commencé à faire des berceuses. Et de base, quand on compose, on compose quand même beaucoup pour soi, parce qu'on pense pas à que ça va être entendu. Et je pense que j'ai fait Soft and Tender pour m'apaiser. Il s'avère que du coup, c'est devenu une berceuse qui est sortie pendant le 2e confinement. Donc, en fait, qui, je pense,
à parler à des gens à ce moment-là. Peut-être encore cette idée du Verseau et du futur et de l'avenir et d'essayer de voir ce qui va se passer, je sais pas. Et en fait, faire l'album, ça m'a donné énormément de confiance en moi. Je me rends compte que j'ai beaucoup de confiance en moi en tant qu'artiste. Je sens mes choix, je sais où je vais, tu vois, ça m'a donné confiance. Et en fait, c'est des vases communicants. Je me rends compte que petit à petit, ça donne un peu confiance à la personne et à la femme que je suis. Moi, j'ai vachement de mal à dire non. Je me sens toujours mal. J'ai l'impression de toujours déranger, de gêner. Je suis très timide dans la vraie vie et tout. Et je me suis rendu compte qu'en fait, c'était un vase communicant incroyable parce que ça m'aidait beaucoup. L'artiste aidait beaucoup l'humaine, quelque part, le petit humain que je suis. Et là, je me rends compte que je suis encore ailleurs, quoi. En fait, j'ai repeint ma chambre. En quelle couleur ? En blanc, en fait, tous les murs. En fait, j'ai eu l'impression... Ils étaient quelle couleur ? En fait, il y avait énormément de choses écrites. Il y avait tous mes amis qui avaient écrit. Il y avait plein de bibelots, plein de petits objets qu'on m'avait offerts. Et je me souviens un jour de rentrer de tournée et de pas réussir à dormir dans ma chambre. Et en fait, j'avais l'impression que c'était plus un endroit à moi, ça m'appartenait plus. Et du coup, là, le peintre est venu la semaine dernière. Et en fait, les murs sont tout blancs et j'ai même changé... En gros, j'avais ma chambre et un peu l'autre endroit, c'était mon studio, quoi, là où je fais de la musique. Et donc, en fait, maintenant, j'ai interverti, je dors dans... Enfin, c'est comme si j'avais un espace à moi nouveau. D'accord. Et donc, je me permettais de remplir ou de recommencer et de penser à la suite. Et j'avoue que j'en ai parlé avec ma psy. Et ma psy, elle m'a dit, c'est bien, c'est un grand pas. Et en fait, je sais pas, ça m'a fait, tu vois, ça m'a fait me sentir bien. Je me suis dit, ouais, ma psy, elle est en train de me dire que j'avance. C'est une bonne chose. Je suis validée par la psy, putain. Arrête, elle a bâillé pendant que je lui parlais, j'avais trop... J'étais là, quoi, c'est pas assez intéressant ce que je suis en train de lui dire. J'étais à ça d'inventer. Ouais. J'ai juste repeint ma chambre, meuf. J'avais presque envie d'inventer des trucs. Je dis, ouais, elle est en train... Je sais pas, c'est peut-être mon côté entertainer. Tu sais, quand tu fais une heure et demie de show. Ça suffit pas là, faut que je la tienne. Tu fais une heure et demie de show, tu vois, et tu te dis, les gens, il faut qu'ils soient genre entertained. Et pas ma psy baille, quoi. Non, mais repeindre. Bon, alors tu fais bailler ta psy. Il va falloir que tu fasses mieux la prochaine fois, Nova. Hein. Mais repeindre la chambre, c'est marrant parce que quand je te parlais de Pluton, tu sais, c'est les purs, en fait. C'est les métamorphoses. Tu sais, les métamorphoses, on les passe, mais in fine, qu'on essaie d'atteindre, c'est une version épurée de nous-mêmes. C'est-à-dire, bien sûr, sans les bibelots, sans les trucs qui gênent, garder que l'essentiel. Donc, deuxième phase ou troisième phase de la Pokévolution. La Pokévolution ne s'arrête jamais au cours de la vie. C'est pour ça que j'aime bien faire le parallèle entre Pluton et les Pokémon, puisqu'on évolue toujours. Si on n'évolue plus, de toute façon, c'est que c'est la merde. Hein, voilà. Donc, on continue sur cette Pluton, parce qu'en Scorpion, c'est aussi le symbole d'une veille perpétuelle, d'une hyper-vigilance, comme des antennes géantes en mouvement, même quand on dort. Il n'y a pas de répit dans l'obsession. Non, ça non. Lol. Comment tu te détends comment tu sors de ton hyper-obsession artistique ? J'y arrive pas. En vrai, je me rends compte que j'ai toujours besoin d'avoir une obsession qui est là, latente derrière, et qui presque, du coup, m'aide à focus sur quelque chose pour que je puisse faire des trucs du quotidien. Donc, ça a été la Formule 1. J'ai une grosse obsession Formule 1. Et en fait, je me souviens quand j'étais obsessed. Mais je suis pareil, moi, j'ai des obsessed. Et genre, je regardais vraiment... J'ai compris que j'avais un problème quand, à 4h du matin, je regardais un documentaire sur les pneus de la Formule 1, les différents choix. Là, je me suis dit, bon, ma petite, t'as un problème. Mais en fait, c'était en même temps super chouette, et c'est quelque chose que j'aime chez moi, parce que à chaque fois, si tu veux, sur une période de 1 mois, 2 mois, d'un coup, en fait, j'intègre énormément d'informations sur un sujet donné, ou sur, par exemple, j'ai eu ma passion Alessandro Baricco. Si je lis un livre que j'adore d'un auteur ou d'une autrice, je vais avoir besoin de tout lire, et donc de tout savoir, et de lire les biographies, et de regarder tout ce qui a été fait. Et en fait, avoir ça en fond qui est en train de se passer, ça permet à mon esprit, après sur le reste, de mieux vivre et d'être plus léger sur les tâches que je dois accomplir. On appelle ça créer de la dopamine pour pouvoir supporter le quotidien. C'est vrai ? Waouh, ok. Genre, en fait, ouais, non, mais tu sais, tu parles à une meuf qui a écouté On refait le match, qui s'est intéressée au football alors qu'elle en a rien à foutre. Pendant que je révisais mon concours, ça m'aidait, en fait. Donc, je connais le process, en fait, mais parfois, c'est des gens...
Parfois, c'est des crushs. Ouais. Et là, c'est plus dur. Moi, je suis pas comme ça, par contre. Oui. Moi, je crush de ouf. Mais c'est bien parce qu'après, j'écris beaucoup de chansons. Il faut que tu donnes des trucs à ta psy. Ouais, mais je lui en donne. Hein. Elle est sur là. Sur les crushs, on est là. Mais non, oui, si, un peu. Mais mes crushs, c'est drôle. J'ai plus, par exemple, possibilité d'écrire sur mes crushs que sur des histoires qui vont être avérées, qui vont durer longtemps ou qui vont être réelles. Les crushs, c'est le meilleur tableau blanc sur lequel tu peux projeter tout. Moi, il y a vraiment un de mes derniers crushs. Vraiment, j'ai écrit 2 chansons sur lui et je suis trop contente. Je me dis, merci, salut, bye, next. Genre, trop hâte. Tout près de ce grand domaine Scorpion, c'est quand même une grande... C'est un grand domaine, c'est un grand marais. Il y a ton MC en Sagittaire. Le MC, c'est le milieu du ciel. Tu acquiesces, donc tu sais ce que c'est. De ma formation, ouais. De ta formation. Moi, j'aime bien comparer ça à la scène, celle du monde social, prend le mic pour représenter son visage public. Le Sagittaire, il arrivait juste après le Scorpion dans l'ordre du zodiaque. Et il dit un peu au Scorpion, c'est bon, dude, tu vas te détendre un petit peu la nouille. T'es hyper dac et tu me casses un peu les couilles. C'est un peu le côté balèque dans ton thème. Et précisément au niveau de la carrière, genre, j'y vais, advienne que pourra. Depuis le confinement en 2020, les bidouillages dans ta chambre, les lives Insta, on en a fait un toutes les deux d'ailleurs. Il y a eu ta photo en géant sur Times Square, les interviews, les tournées, les prix qui affluent. Tu as gagné la première édition du prix Joséphine, le Grand Prix Francis Lemarque de la SACEM. Est-ce que tu peux nous parler un peu de tout ça? Et est-ce que tu peux nous dire si tu as envie de tout ça? Oui, j'ai envie. Moi, j'ai beaucoup ce truc de dire, c'est faire exister, l'idée de la prière, l'idée du chant, l'idée d'écrire. Et donc, en fait, j'ai une espèce de liste comme ça que j'avais fait en 2018 de choses que je voulais faire parce que j'adore écrire et puis après laisser de côté. Et comme ça, en fait, c'est là, mais c'est pas dans tous les jours. Et par exemple, mon rêve absolu, c'est de gagner un Grammy un jour. D'accord. Et ce qui semble absolument dingo, moi vraiment au début, les gens me disaient mais t'es absolument folle, ça n'arrivera jamais. Et en fait, je dis mais peut-être que ça n'arrivera jamais, mais c'est pas tant l'acte de gagner que l'espèce de voyage que je vais faire pour y aller. Et je trouve que ça change aussi, ça dit beaucoup de la direction qu'on met dans le GPS. D'un coup, j'ai très envie, je croise les doigts un jour de pouvoir gagner une victoire de la musique. Le prix Joséphine, j'ai pleuré quand je l'ai eu. La vidéo vraiment, mais moi je pensais que j'allais pouvoir dire quelque chose d'un peu vrai et d'un peu, réfléchi. Et en fait, je me suis mis à chialer parce que je m'attendais pas à gagner du tout, qu'il y avait des artistes incroyables que j'adorais qui étaient là. En plus, on a passé une soirée superbe. Et en fait, je me souviens que la seule chose que j'ai dit, vraiment, mais genre la vidéo, c'est dur. Genre, il y a Kerenan qui est ma star absolue qui m'offre le prix. Et il y a moi qui vraiment suis en pleurs et qui dit juste genre, merci beaucoup. Et je dis, faire de la musique, ça m'a aidé à trouver ma place dans le monde. Et c'est ce qui est réel. Et si tu veux, les prix, je pense que c'est un peu une cerise sur le gâteau. Je pense que parfois, je me dis plus, ma mère se rend compte que c'est vraiment sérieux et que potentiellement, ça va aller parce que je sais qu'elle est toujours stressée. Ouais. Oui, mais je pense comme tous les parents, de manière générale, et d'autant plus quand t'es fille d'immigrés, d'ouvriers et tout ça, où en fait, ils se disent, on connaît pas, c'est pas un milieu qu'on connaît, est-ce qu'elle peut vraiment gagner sa vie? Est-ce que ça va aller pour la retraite? Est-ce que, c'est des... survivre? Ouais, mais c'est qui sont des vraies questions et que moi, qui sont des questions que j'ai aussi parce que c'est vrai que je suis arrivée là, puis je connaissais pas comment ça fonctionnait. Enfin, je voulais juste faire de la musique. Et en fait, je me rends compte que c'est plus à ces endroits-là où parfois ça t'apaise un peu parce que tu te dis, mon album a été entendu, écouté, peut-être compris. Et je sais que, ça fait plaisir aussi à ma famille. Mine de rien, ça me fait plaisir à moi. Après, c'est pas à nouveau, c'est plus un petit trésor, tu vois, mais ce qui me plaît le plus, c'est tout ce qui se passe au milieu. C'est-à-dire cette aventure, tous les gens que je rencontre à chaque fois. Et par exemple, le Grammy ou la victoire, ça se trouve, j'en aurai jamais. Mais en fait, tout ce que j'aurais vécu au milieu pour potentiellement en avoir un jour, ce sera merveilleux, ce sera trop beau et ce sera des choses incroyables à raconter. Donc, oui, je sais pas, je me réveille pas tous les matins. Ça matérialise quelque chose, en fait. Moi, mais parce que moi, j'ai un truc avec les objets aussi. Ah. J'ai un truc très fort avec les objets où c'est presque flippant, où genre, pour moi, l'amour de mes proches, c'est par les objets. C'est un collier qu'on m'offre. J'ai toujours des petits objets. Je suis pas mal quand je l'ai pas. Je me dis pas, je vais faire un concert de merde car je n'ai pas cette chaussette ou je n'ai pas ce truc. J'ai pas cette relation-là à ça, mais parfois, en fait, ça m'apaise beaucoup. Je me dis, Et en fait, je pense que la matérialisation via aussi le prix Joséphine,
d'avoir ces choses-là dans mes mains, c'est peut-être une façon pour moi de vraiment comprendre aussi ce qui se passe, parce que c'est n'importe quoi cette vie. Enfin, moi, tu vois, souvent je me dis c'est extraordinaire, mais en fait, l'esprit humain n'est pas fait pour la vie qu'on peut mener. Pour être en, je sais pas combien sur Times Square, ça t'a fait quoi ça ? Ça m'a fait folie un peu. Rigoler, mais j'ai trouvé ça fou. Je pense que j'aurais peut-être pu se réaliser si j'avais été là-bas et je m'étais vue. Moi, je trouve ça dingue. Mais moi, je trouve ça absolument oui, alors dingue. En fait, il faut préciser que avec Spotify, c'est avec Spotify. C'est avec Spotify, ma vie. Nova s'est retrouvée. Comment on dit en combien par affiché, oui, mais en combien sur combien. Bon, sur Times Square, il y avait ta tête, quoi. Il y avait ma tête, mais c'était absolument fou et vraiment. Moi, moi, j'étais un peu. Mon père, il m'a demandé si c'était un montage. Je lui ai envoyé. En plus, je lui ai envoyé vraiment, c'est la vidéo. Il a fait comme ça. Est-ce qu'il a fait comme ça ? C'est du placo. Il m'a fait trop rire. Il aurait pu, franchement. Il est ancien chef de chantier. Ancien chef de chantier, je pense qu'il aurait absolument pu. Mais je lui ai envoyé par WhatsApp la vidéo où, genre, vraiment, tu te dis, pour faire un montage de ça, c'est dur, tu vois. Et je lui envoie. Il me dit, c'est un montage. Et je dis, non, papa, c'est réel. Mais du coup, j'ai trouvé ça vraiment très drôle. Et en fait, j'aime aussi que ce soit. Enfin, tu vois, mes parents, je sens qu'ils sont heureux pour moi, mais que ça leur fait pas Enfin, ça change pas grand-chose en plus. Donc, en fait, je pense que c'est juste... Mais ouais, je sais pas, ça me rend vraiment très heureuse, mais c'est pas... Ouais. Je pense que si on se réveille et que c'est la seule chose qu'on veut avoir, je pense qu'on serait tous très déçus et très tristes dans notre quotidien. Et le fond de tout, c'est genre, en vrai, la musique. Et moi, je te dis, la seule chose que ça valide, c'est de me dire, mon album a été entendu et peut-être compris. Et parce que c'est quand même important, quand même, quand on crée, de savoir à un moment donné, d'avoir un peu, pas des chiffres, mais de se dire, putain, les gens... les chiffres, c'est dur. Hein. Moi, je trouve que c'est plus les gens qui viennent au concert. Par exemple, ça, je trouve ça fou. Un sold-out de concert, ou d'aller dans une ville et de voir les gens. Et en fait, les gens, ils partagent leur relation à ta musique dans le réel. Et ils te disent, ça apaise, ça endort ma fille, ça m'endort moi qui suis anxieuse. C'est comme ça que j'ai rencontré mon partenaire ou ma partenaire. Ça, en fait, ça vaut tout. Parce que ça te remet, parce que en vrai, les chiffres, c'est... le pire truc de la terre entière, parce qu'en fait, les chiffres, c'est jamais assez. Tu t'habitues à tes premiers 10 000, tu t'habitues à tes premiers millions, tu t'habitues. Je sais, et en fait, c'est plus jamais... J'ai des ventes de mon livre hier et je sais ce que c'est les chiffres. C'est pas dur, bien, mais c'est dur. Très bien. Parce que du coup, je trouve que ça crée vachement d'insatisfaction, en fait. Ouais. Et justement, on est sur le moteur qui est aussi le rêve, quand même. Dans ta maison 1, il y a qui est en poisson. Ouh, je pensais pas qu'il y avait des trucs en poisson. Il en faut dans un thème un petit peu quand même. Il y a le nœud nord. Et le nœud nord, c'est un point fictif dans le ciel qui raconte l'idée d'un destin, qu'on y croit ou pas. Ça, c'était ma passion dans la formation. C'était le nœud nord vers le nœud sud. Le nord, le sud, d'où tu viens et là où tu vas. Bon, moi, je crois pas du tout au destin, mais j'aime beaucoup l'idée, le concept. Dans la maison 1, c'est comment devenir soi. Et sur Spotify, tu as créé une playlist qui s'appelle Becoming the Main Character. Traduction, devenir le personnage principal. Et ça m'a fait beaucoup rire. Alors, moment de développement personnel, comment devenir le main character de sa vie. Ouais. Nova, dis-nous. Je sais pas. Parce que moi, je trouve que justement... C'est en poisson, j'ai pas d'idée. Moi, en fait, je trouve que j'ai une personnalité de personnage secondaire, beaucoup. Mais c'est-à-dire un peu, tu vois, la fée dans Cendrillon. C'est un peu genre un personnage, je me suis dit, les mimes, ça nous a fait plaisir, les 10 minutes où on l'a vu, mais bon, c'est pas le main character. Et en fait, moi, j'ai toujours un peu ce truc-là. Et quand j'ai fait cette playlist, il y avait un peu cette idée de comment j'arrive à être le personnage principal de ma propre vie, en fait. Parce que clairement, à chaque fois, je me mettais en retrait ou je me dis jamais c'est pour moi ou cette personne n'est pas attirée par moi. Enfin, il y a toujours eu un espèce de truc comme ça. Et je pense que quand j'ai fait cette playlist, j'étais un peu dans cette énergie de allez, vas-y, en fait, la fée dans Cendrillon aussi, elle a une vie. Et mais tu sais qu'il y a quand même un truc, les gens qui sont obsédés par la pop culture, qui regardent beaucoup de séries ou qui écrivent comme moi, par exemple, comme je l'ai fait, on se rend compte que les main characters sont souvent insupportables et que souvent les personnages que tu adores sont les support characters, les personnages secondaires. Donc, bon, est-ce que le goal, c'est vraiment ça ? Est-ce que je peux te demander juste quel est ton personnage de fiction préféré ? Ce qui t'inspire ? C'est dur comme question. Fleabag. Ouais. Phoebe Waller-Bridge. Je trouve qu'il est complexe, il est drôle. Cette série est incroyable et elle, je trouve qu'elle a réussi à faire de ce personnage une personne réelle qui existe et je pense qu'on se reconnaît toutes et tous beaucoup dans ces 2 saisons-là, quoi. C'est pas assez d'ailleurs, mais bon. Ouais, c'est vraiment pas assez. Il faut qu'on parle de ta lune et de ta Vénus en balance, association de malfaiteuses de la douceur. Vénus, c'est l'amour et la création. La lune, c'est l'intime ultime.
Leur assos en balance, c'est trouver le la parfait, harmonique, la vibration qui exprime l'absolue beauté. Elles sont faites de sucre et de miel à l'image de tes 2 premiers singles, Vénus c'est miel, ta lune soft and tender. Qu'est-ce qui a changé depuis ces 2 titres ? Est-ce que tu as toujours envie de cet intime absolu dont on parlait tout à l'heure, ou est-ce que ça y est, c'est fait ? En fait, je me suis rendu compte, je sais quand j'ai fait Soft and Tender, là, on a fait un fanzine avec mon amie Eva, avec qui je partage le Scorpion Verseau aux mêmes endroits. D'accord. Et en fait, j'ai retrouvé du coup des journaux dans lesquels, enfin, en tout cas, un carnet dans lequel j'avais écrit je viens de faire Soft and Tender. Et tu voyais que vraiment mon excitation. Et je sais que ça a été un tournant dans l'artiste et dans la compositrice que j'étais, parce que c'était trop nouveau pour moi, et qu'en fait j'ai toujours associé la composition et l'écriture à quelque chose de super dark, à quelque chose de super difficile. J'ai toujours détesté être en studio, j'attendais qu'une chose, c'était d'être en concert. Et en fait j'ai fait Soft and Tender, et ça a été 2 jours où j'étais incroyablement heureuse de composer. Enfin, j'étais tellement heureuse en faisant ce morceau, et ça a été vraiment pour moi une monnaie étalon. En fait, c'est devenu le nouveau nord sur ma boussole, de me dire la composition peut ne pas être faite dans la douleur, on peut faire de la musique dans la joie aussi, même quand on fait des morceaux qui sont durs. Et par exemple, ça a toujours été quelque chose. Après ça, quand je faisais mon album, il y avait des jours où j'étais, tu vois, face à l'ordinateur, et vraiment j'étais négative, et je disais oh là là, t'es nul, mais ça c'est nul, tout ce que t'es en train de faire c'est nul. Et je me souviens de me lever de la chaise et dire je ne veux pas rester en studio, parce qu'en fait mon énergie n'est pas la bonne, et j'ai pas envie d'attacher ça à l'album. J'ai envie que l'album il suinte presque, tu vois, il brille de à quel point j'ai été heureuse de le faire, et à quel point ça a été un acte d'amour et de joie, et à plein d'endroits. Et je trouve que ça a changé du coup la compositrice que je suis, mais aussi l'interprète, et que je me rends compte que c'est beaucoup ça que j'essaye de faire aussi à l'intérieur de mes concerts, c'est-à-dire créer un moment d'intime et un moment de... On s'autorise à vivre nos émotions, quelles qu'elles soient, et du coup, d'entrer de lumière quelque part, quoi. Tu vois, j'adore quand les gens ils me disent « Ah, ça m'a fait du bien, j'ai beaucoup pleuré à ton concert. » En fait, je me suis sentie légère ou léger en sortant. Je pense que c'est ça que ça a totalement changé, et puis ça a changé totalement ma vie, quoi. Enfin, oui. C'est drôle parce que c'est Barbara Pravi, elle a sorti Voilà le même jour que Soft and Tender. Et en fait, je me souviens, on s'était envoyé un message, parce qu'on est amis, et on s'était dit on espère que cette journée, elle va nous porter chance à toutes les deux. Et voilà, devenu ce qui est devenu. Il y a l'Eurovision, sa 2e place, machin. Et en fait, on se dit, c'est ouf parce que ça a été vraiment des dates et des chansons porte-bonheur dans nos vies de musiciennes et de personnes, quoi. Qui te donne un peu ton nœud nord. Ouais. Voilà. Ouais. Moins sucré, moins miel, il y a ton Mars en bélier. J'adore qu'il soit en bélier. Ouais. Il est hyper important, il est tout seul. Isolé en bas de ton thème. Mars en bélier, c'est la candeur... Elle nous fait un petit... J'ai fait une vague. Ouais, c'est un peu la candeur juvénile d'un enfant qui court dans tous les sens, qui s'égratine les genoux et repart s'enchouiner. T'as un rapport très fort avec tes 2 grands-parents maternels, tous les 2 béliers, dont ton grand-père, ton papy Ramon. Ils ont l'air tous les 2 très curieux. Ils ont un petit peu cette constance de l'enfance et de la rigolade. C'est quoi leur influence dans ta vie ? C'est tout, hein. Je serais pas la personne et l'artiste que je suis sans eux. Mon papy, ça a été... Moi, il me l'a dit, il me dit, j'ai reconnu en toi ce que moi j'ai été. J'ai reconnu la même obsession pour la musique, le même... envie, si ce n'est besoin, d'écouter en boucle ou de voir, et c'est lui qui m'a introduit aux comédies musicales des années 60, donc ça a été La Mélodie du Bonheur, Mary Poppins, Les Demoiselles de Rochefort, beaucoup de comédies musicales des années 60 espagnoles, que j'adorerais traduire et sous-titrer un jour. C'était, on partait, on virait, et puis on allait dans les boutiques, et puis on s'achetait des CD qu'on ramenait en catimini pour pas que ma grand-mère voie, parce qu'elle en pouvait plus, elle disait, mais en fait, vous avez déjà tellement de choses, ça ne sert à rien. Et mon papy me faisait des cassettes pour que je puisse les écouter dans mon Walkman. Donc, enfin, ça a été et c'est toujours, c'est tout pour moi, mon grand-père. Un catalyseur, ouais. Ouais, tout en sachant que ça reste une personne humaine avec ses sauts d'humeur et tout, mais pour moi, je chante une chanson à mon concert qui est liée à lui et qui est de la copla espagnole parce que c'est mes racines et que je pense que c'est mes fondations. En tout cas, c'est ma famille, clairement. Et ma grand-mère, j'ai mis longtemps à comprendre quel était mon lien vraiment réel avec elle, et je l'ai compris beaucoup plus tard. Je pense du fait d'une misogynie enregistrée en moi, tu vois, de se dire la mère de famille c'est bon, enfin j'adore ma grand-mère, elle est toujours là pour nous, elle nous fait des bons petits goûters et tout. Et en fait en grandissant vraiment je me suis rendu compte à quel point on pouvait être dur avec elle à plein d'endroits, et à quel point en fait elle était incroyable dans ce qu'elle était et dans la personnalité qu'elle avait. Et par exemple c'est quelqu'un que j'ai découvert
vraiment il y a 3 ans, quoi, qui adore lire. Et en fait, elle me disait, j'ai une passion pour la lecture, je l'ai depuis que je suis petite. On faisait des espèces de book club éphémères tous les étés avec ma grand-mère. On allait juste lire toutes les deux à la plage. Et on passait des heures, et puis moi, elle me racontait de tout ce qui se passait dans ses livres, quoi. Et en plus de ça, après, ce dont je me suis souvenue vraiment, c'est que moi, je partageais, depuis que je suis petite, une chambre, un lit double avec ma grand-mère, et que c'est elle qui me chantait des berceuses pour que je m'endorme. Oh. Parce que moi, je devais chanter tout le temps. Il y a des gens, ils méditent, et moi, ça a toujours été je chante. Et donc, je chante, ce qui est super enquiquinant pour ma famille, mais vraiment, il y a des vidéos de moi, 3, 4, 5, 6 ans, genre horrible, où je fais que chanter. Mon père qui rentre du travail, il dit, tu pourras chanter demain, en fait. Et il dit, mais moi, et vraiment, la vidéo, je suis là, mais moi, j'adore chanter. Il dit, bah, tu chanteras demain. Et je dis, mais moi, je veux pas. Et en fait, ma grand-mère, la pauvre, elle s'endormait, et je la réveillais pour qu'elle continue et qu'on chante les berceuses ensemble. Et donc, j'ai fait un concert à Madrid, et mes 2 grands-parents sont venus. Et donc, il y a eu la partie espagnole où mon grand-père s'est levé, tout le monde l'a applaudi. Et au rappel, c'est là que je fais Soft and Tender et Come Into My Arms, qui sont des berceuses. Et donc là, j'ai dit, moi, mes berceuses, c'est ma mamie. Et en fait, ma mamie, elle a pas attendu. Elle a entendu que j'avais dit mamie. Et j'allais demander à mon cousin qu'il l'aide à se lever. Et elle s'est levée parce qu'elle a dit, bah, le grand-père aussi l'a fait. Moi aussi, je vais me lever. Je vais pas attendre qu'elle me le dise. Et genre là, elle s'est levée. Genre vraiment, elle a fait une espèce de truc comme une torée. Tu vois, genre, toréador, quoi. Genre, elle a fait comme ça. Elle a regardé tout le théâtre avec sa main vers le haut. Et après, on lui a parlé. Elle me dit, oui, bah, moi, je voyais que la royauté a fait comme ça. Donc, j'ai voulu faire comme ça aussi. Et donc, du coup, voilà, c'est le côté berceuse et le côté obsession musicale. Les histoires de grands-parents, ça me fait pleurer. Mes vies. Toujours. Alors, j'ai su ma petite larme. Non. Ah oui, moi, les grands papis... Non. Alors, on continue du coup, parce que tous les deux, on est quand même sur de l'espagnolance quand même. Ouais. Dans ta créativité, parce que tu chantes quelquefois en espagnol, c'est quoi la place de cette culture dans ton parcours à toi ? Bah, les choses qui t'ont influencé. Ouais, moi j'ai grandi beaucoup avec la copla. Donc en fait, la copla, c'est, on va dire, la cousine du flamenco. Ouais. Donc en fait, c'est, pour vraiment très simplifier, c'est comme du flamenco, mais c'est orchestral. Donc en fait, c'est la même un peu façon d'écrire, de chanter, mais toujours il y a de l'orchestre et c'est vraiment, vraiment très exubérant, très dramatique. Et donc c'est des grandes artistes avec leurs grandes traînes, les grandes robes. C'est vraiment le drama et la diva au max, et je pense que on parlait du manteau à fourrure au début et je pense important. Que par exemple c'est très lié aussi à cette culture de la copla, c'est l'eyeliner très épais, c'est des façons de bouger, c'est une façon de dire les choses et de les raconter toujours à l'intérieur d'histoires qui pourraient être des histoires qu'on compte, enfin des livres, quoi. Et moi j'ai beaucoup grandi avec ça, et c'est ma façon de chanter quand je chante en espagnol. J'ai pas une façon pop de chanter en espagnol, ce qui est, trouve toujours très rigolo. Et moi, ce que j'adore, c'est que j'ai l'impression que du coup, face à moi, j'ai un espèce d'éventail d'outils, et que quand je chante en anglais, ça va pas être les mêmes mélodies, ça va même pas demander la même chose de moi. Et que, par exemple, la fin en espagnol sur Soft and Tender, moi, on m'a déjà demandé si c'était quelqu'un d'autre qui la chantait. Et je dis non, c'est moi, mais c'est drôle parce que ça... T'as une puissance dans la voix qui est... En fait, ma voix résonne pas pareil, je la sors pas pareil, j'ai l'impression d'être autre chose, et que même, en fait, à l'intérieur de moi, ça va pas aller chercher la même personnalité. Il faut qu'on finisse sur ta lune noire en vierge. Ouh, Amy Winehouse, apparently. Ouais. Virgo. T'as vu, je l'ai dit pour toi, pour pas que tu le dises. Non, mais c'est très gentil. Merci beaucoup. Mais c'est parce que t'es en empathie. Depuis tout à l'heure, tu me vois galérer. Donc, comme t'es empathique, tu fais putain, je vais l'aider parce qu'elle est vraiment, elle est en galère, la meuf. La lune noire, c'est l'endroit où on ne transige pas. C'est le non négociable. La Virgo ultime, comme tu viens de le dire, c'est Amy. Beyoncé aussi. Et Beyoncé. C'est 2 styles différents. Ouais. Elle a jamais transigé, Amy Winehouse, sur le style. Elle a jamais mis d'eau dans son vin. Elle avait un amour du jazz qui était démesuré. Elle l'a juste transformé, en fait. Sur quoi tu seras toujours intraitable dans ta carrière ? Sur mon alignement. Je ferai pas des trucs qui me semblent pas normaux pour moi. C'est les seuls endroits où j'ai l'impression d'être très tête brûlée. Tu vois, j'ai tendance à me dire trouvons du compromis, que tout le monde soit heureux, qu'on passe tous une bonne journée. Tu vois, et en fait, je me rends compte qu'il y a des endroits où en fait c'est impossible pour moi et que je suis assez intraitable là-dessus, et souvent en fait c'est lié à la musique et à l'art ou des choses comme ça, où en fait je me rends compte que je me dis en fait c'est moi qui vais devoir vivre avec ces musiques jusqu'à la fin de ma vie, c'est moi qui vais devoir les chanter, et donc en fait je ne ferai pas ou je ne chanterai pas quelque chose que j'ai pas envie de faire ni de chanter, et donc en fait je me rends compte que c'est vraiment la musique qui me rend intraitable, et
que par bonheur, c'est à nouveau des vases communicants qui font que parfois, en tant que femme, dans ma vie de tous les jours, j'arrive mieux à dire non, alors que j'ai pas été éduquée, on n'a pas été socialisé comme ça. Et donc, c'est très dur pour moi dans ma vie de tous les jours de le faire. Et parfois, je me dis, ah, mais November Ultra. Qu'est-ce qu'elle dirait? Ouais, November Ultra, ouais. Mais un de tes derniers singles s'appelle Come Into My Arms. Oui. Tu dis How can you catch the sun? C'est la question de toute une vie, puisque la question du thème astral, selon moi, c'est comment rejoindre son soleil et comment l'exprimer parfaitement. Qu'est-ce que toi, tu voudrais accueillir à bras ouverts pour la suite de ton aventure? Et on va finir sur ça. L'autre, je pense, D'accord. avec un grand A. De réussir à lâcher un peu de contrôle, je pense, et de ouais, c'est ça, je trouve, je sais pas, tu souris, donc peut-être que c'est le scorpion. j'ai beaucoup de problèmes, j'ai toujours beaucoup peur de la parano, de la trahison, et j'ai un truc avec l'intime, j'ai un crew d'amis qui est très très proche à moi, qui est très petit et en qui j'ai confiance à 1,000,000% et avec qui je suis amie depuis 15-20 ans. Et j'ai beaucoup de mal avec l'idée... Par exemple, si tu me racontes un secret, tu peux dire que je peux aller mourir et garder ce secret. Et en fait, c'est dans les deux sens. J'ai beaucoup de mal, très peur en fait, qu'on bafoue mon intime. Enfin, c'est-à-dire que c'est un choix. Les trucs que je partage, ça va être mon choix. Et j'aimerais être plus légère à ces endroits-là, je pense. Bon, bah, écoute, ça va être le mot de la fin. On va te le souhaiter, Nova. Et puis, on va te faire de gros bisous. Merci beaucoup. Merci à toi, j'ai adoré. Merci, November Ultra. C'était Astro Studio. On se retrouve en 2023. En attendant, prenez soin de vous et bisous. Astro Studio est une production Nouvelles Écoutes, présentée par Maëva Stéphane-Buny, produite par Julien Neuville. Montage par Ashley Tola. Prise de son et mixage par Adrien Beccaria au studio L'Arrière-Boutique. Chargée de production, Ashley Tola. Directrice artistique, Aurore Maillot. Directrice des productions, Marion Gourdeau. Directrice générale adjointe, Nora Issem.